On se demande souvent quelles sont les raisons qui expliquent que certaines races de chiens connaissent un succès énorme. Mais si nous avons l'occasion de tomber sur un chiot de Labrador, nous saurons comment répondre à cette question. La douceur de son regard, la tendresse qu'il suscite nous raviront aussitôt, et nous tomberons instantanément amoureux. Nous voudrons immédiatement adopter cette boule de poil couleur miel. Les nombreuses agences publicitaires qui ont utilisé cette race dans bien des campagnes le savent bien. Mais si c'est l'aspect du chiot qui nous frappe, quand il grandit, nous serons de plus en plus fascinés par sa nature de chien, son caractère joyeux, son intelligence vive et marquée, qualité mise en évidence dans son regard doux et gai. Fort et puissant, il est toujours prêt à accompagner tous les moments de notre vie. La race tire son nom de la péninsule du Labrador qui a appartenu à l'Angleterre à partir de 1763, avant de passer au Canada en 1776. Le détroit de Belle-Île la sépare de l'île de Terre-Neuve, toujours en territoire canadien. Le Labrador et Terre-Neuve sont baignés par les eaux de l'océan Atlantique et se trouvent dans la zone de pêche la plus riche du monde, avec une abondance de merlans et de harengs en particulier. Depuis des temps très anciens, les bateaux de pêche provenant de partout, même de loin, viennent donc y travailler. Il y avait alors deux chiens différents sur l'île de Terre-Neuve. L'un était grand, c'était l'ancêtre des colosses modernes qui ont repris le nom de l'île, les Terre-Neuve. L'autre était un peu plus petit, grand comme un pointer environ, mais plus robuste, avec un poil ondulé, presque toujours noir. On l'appelait le St. John's Water Dog, c'est-à-dire le chien d'eau de St. John, du nom du chef-lieu de l'île qui se trouve sur la péninsule d'Avalon. Cependant, la plupart des experts pensent plutôt que les labradors furent massivement importés en Grande-Bretagne à partir de 1830, avec les équipages des bateaux de pêche. Excellents plongeurs et nageurs, ces chiens furent employés au départ dans leur terre d'origine pour récupérer les poissons qui s'échappaient des filets, pour amener ceux-ci à bord des embarcations ou sur le rivage, et pour traîner les barques vers le port ou la terre. La description que Bylund a faite de ces chiens au début du XIXe siècle nous donne une image plutôt différente de celle des labradors modernes. Ceux-ci sont probablement le résultat d'une série de croisements avec d'autres sujets présents en Angleterre. Des croisements effectués dans le but d'exalter leurs caractéristiques de retriever. La race était déjà bien connue en Angleterre vers la fin du XVIIIe siècle et en 1814. Le colonel Hawker notait à son propos: ce sont les meilleurs chiens que je connaisse pour n'importe quel type de chasse. Leur flair est infaillible. Ils n'ont pas d'égal pour retrouver le gibier blessé. D'après une revue cynophile parue en août 1951, le premier propriétaire connu de ces chiens est le deuxième comte de Masmerbury de Ironcourt, dans le Dorset, qui a vécu entre 1781 et 1841. Lord Scott en fit également l'élevage et s'employa à fixer leurs caractéristiques. Une légende narre que la race serait née du croisement entre un chien et une loutre, peut-être à cause de l'imperméabilité complète du pelage et de la forme de la queue arrondie, semblable effectivement à celle du sympathique mustélidé. Pour justifier ce type de queue spéciale sur le plan de la sélection, certains ont soutenu qu'elle provient du croisement avec un pointer noir qui en possédait une de cette sorte. Il n'y a cependant aucune preuve pour étayer cette hypothèse. Certains estiment que l'on a utilisé le bulldog pour augmenter la trempe, pourtant déjà remarquable du labrador, et le pointer pour alléger la structure et raccourcir la longueur du poil, plus long et plus ondulé à l'origine. En 1903, la race fixée de manière stable fut reconnue par le Kennel Club anglais. Le Labrador Retriever est originaire du Canada, mais incontestablement il a été sélectionné, perfectionné et stabilisé en Angleterre. C'est pourquoi la cynophilie officielle attribue sa paternité à la Grande-Bretagne. La revue cynophile de 1951, citée plus haut, disait également que cette année-là, le duc de Dalkeith était parti de l'aéroport de Londres. C'était l'un des nobles appartenant au cercle des amis de la princesse Margaret, sœur d'Élisabeth, qui allait être couronnée reine d'Angleterre l'année suivante, en 1952. Le but du voyage du duc était de retrouver aux États-Unis des acquéreurs pour ces chiens du Labrador.
Le duc de Dalkeith, dont la famille élevait ses chiens depuis plus de 60 ans, déclarait qu'il s'agissait alors des seuls labradors purs à 100% connus. Il affirmait également que ces chiens possédaient le double pelage propre à cette race et pouvaient pratiquement vivre dans l'eau. Ces dernières années, le labrador a parcouru une longue route et sa célébrité est désormais universelle. Une popularité amplement méritée et gagnée sur le terrain grâce à la possibilité d'en faire une utilisation diverse et multiple. Chacun sait que la race s'est toujours distinguée dans toutes les disciplines qu'elle a affrontées. Le premier Labrador Retriever importé aux États-Unis en 1917 s'appelait Brocklehurst Floss. Ces chiens sont aujourd'hui très répandus dans ce pays, avec des dizaines de milliers de nouveaux exemplaires chaque année. Ils sont désormais parmi les chiens les plus représentés et les plus connus. Le Labrador est un chien retriever très apprécié, doté d'un odorat excellent, infatigable, très porté au travail dans l'eau et doté de la dent douce, ce qui n'endommage pas le gibier qu'il récupère. C'est un chien de taille moyenne puisque sa hauteur idéale est de 56-57 cm pour les mâles et de 54-56 cm pour les femelles. Il est fortement charpenté, le rein court, la poitrine bien descendue avec des côtes bien cintrées. Le crâne doit être large, avec un stop marqué, les joues ne sont pas épaisses, les mâchoires sont fortes, de longueur moyenne et avec une denture complète et régulière, un articulé en ciseau parfait, la truffe est large, les narines bien développées. Les yeux de dimension moyenne, foncés, expriment l'intelligence et le bon caractère. Les oreilles sont attachées plutôt en arrière, de taille moyenne, elles tombent contre la tête. Cou net, puissant et solide, s'insérant dans les épaules bien placées. Corps, poitrine bien large et bien descendue avec des côtes en plein cintre. La ligne du dessus est horizontale, le rein est large, court et droit, la croupe ne descend pas vers la queue. Les membres antérieurs doivent avoir des épaules longues, une bonne ossature, être droit du coude au sol, qu'il soit vu de face ou de profil. Les membres postérieurs doivent être bien développés avec des jarrets bien descendus. Les jarrets de vache sont à proscrire. La queue est un trait distinctif de la race, très épaisse à la naissance, s'effilant progressivement vers l'extrémité. De longueur moyenne, dépourvue de franges, mais recouverte complètement d'un poil court, épais, dense, qui donne une apparence de rondeur décrite sous le nom de queue de loutre. Le poil constitue aussi l'un des traits distinctifs du Labrador. Il est court et dense, sans ondulation ni frange. Il donne au toucher l'impression d'être passablement rêche. Le sous-poil est résistant aux intempéries. Couleur entièrement noire, jaune ou marron, foie chocolat. Le jaune va du crème clair au roux, du renard. Une petite tache blanche est admise sur le poitrail. Le Labrador est sans aucun doute un beau chien avec un aspect sobre, solide, construit de manière fonctionnelle qui conquiert dès le premier regard. Mais sa beauté ne peut suffire à justifier le succès éclatant que la race obtient actuellement dans le monde entier. Des races pourtant plus belles que le Labrador n'obtiennent pas les mêmes résultats. Même si l'on veut attribuer une partie de cette réussite à la mode, souvent capricieuse, y compris dans le monde de la cynophilie, il est bien évident que l'ascension continue, constante et régulière de la race doit être principalement attribuée à ses qualités de caractère et à ses extraordinaires aptitudes au travail. Nous avons vu que le travail primitif du Labrador consistait à aider les pêcheurs de Terre-Neuve qui opéraient dans une zone froide, humide et souvent plongée dans le brouillard. Les tâches du chien étaient de récupérer le poisson, les barques, les filets et parfois les naufragés. Quand les premiers exemplaires arrivèrent en Angleterre, ces caractéristiques furent immédiatement appréciées et des croisements appropriés furent effectués pour transformer le chien des pêcheurs nordiques en excellent chien de chasse.
Les Anglais sont connus pour leurs compétences dans l'élevage et l'opération réussit parfaitement, donnant naissance au Labrador Retriever, considéré comme imbattable dans n'importe quel type de chasse, surtout le rapport de la sauvagine et dans le travail dans l'eau où il n'a pas de rival. L'instinct de la chasse et l'habileté dont il fait preuve font toujours partie du patrimoine de la race, qui démontre aussi bien sur les terrains de chasse que dans les compétitions de la cynophilie officielle ses capacités extraordinaires. Le Labrador peut travailler sur n'importe quel terrain, en plaine ou dans les bois. Il excelle dans les marais et dans l'eau, aidé en cela par sa queue forte et épaisse à la naissance, qu'il utilise comme un gouvernail lui permettant des changements de direction rapides. Son pelage spécial le protège du froid et du chaud, mais aussi de l'humidité, de l'eau, de la neige et des épines des ronces. Très employé dans les parties de chasse au canard, faisan et perdrix, il peut travailler toute une journée sans souffrir de la fatigue, rapporter jusqu'à 100 ou 150 pièces, et ce sur les terrains les plus difficiles. Il mémorise parfaitement l'emplacement où tombe le gibier. C'est la caractéristique que l'on appelle le marking, et une fois qu'il a atteint le lieu, il peut suivre la trace de l'animal éventuellement blessé qui s'est caché. Lors des opérations de chasse, il est calme et discipliné, pas agressif envers les autres chiens, et il sait attendre l'ordre pour intervenir. Mais ses aptitudes à la chasse, pour remarquables qu'elles soient, ne peuvent pas encore expliquer le succès du Labrador. En réalité, cet animal est remarquable dans bien d'autres activités encore. Tout d'abord, c'est le chien idéal pour toutes les familles. Sa docilité, son intelligence, sa gaieté, sa sensibilité, son intuition, l'amour qu'il porte aux enfants et pourquoi pas un brin de malice en font un compagnon parfait et divertissant. Il doit même accompagner son maître partout, lors d'une excursion, au restaurant, à la mer, à la montagne, en promenade, en vacances à l'hôtel. Il n'y a aucune situation sociale humaine où votre ami ne puisse pas vous suivre. Pour rester avec vous, qui êtes tout son monde, il s'adaptera à tout. Les espaces restreints, les longs voyages, les endroits chauds, froids, l'humidité, et ainsi de suite. Pour vous suivre, il affrontera tout et le reste. Bien entendu, ce qu'il préfère, c'est une belle balade à la montagne, par exemple, où il pourra plonger dans un ruisseau ou à la mer avec une galopade sur le rivage. Mais pour vous, il est prêt à tous les sacrifices. À la maison, il est tranquille et malgré sa taille, il est peu envahissant et tient peu de place. Parmi les gens, il se comporte en parfait gentilhomme. Le Labrador possède un caractère dominateur et une forte structure psychologique, hérité vraisemblablement de ses ancêtres bulldogs, qui, nous l'avons dit, ont peut-être été utilisés dans la formation de la race. C'est pourquoi si un étranger entrait dans la maison en cachette, ou s'il menaçait une personne qu'il aime, le Labrador réagirait sans aucun doute de manière décidée et sûre. De plus, sa taille, quand même significative, peut déjà constituer un argument valable. Il est moins apte à la garde en tant que contrôle d'un territoire, si celui-ci n'a pas une valeur affective à ses yeux. Il protège son maître, sa famille, sa maison, l'espace environnant, la voiture même, mais uniquement parce que tout cela possède une corrélation étroite avec les personnes qu'il aime profondément. Son sens de protection envers les êtres faibles est très développé. Cela l'incite à aimer et à surveiller instinctivement tous les enfants, ainsi que les personnes ayant des problèmes psychiques ou physiques. C'est grâce à cette dernière qualité que le Labrador est parmi les races les plus employées dans les activités qui prévoient un soutien ou un secours aux personnes en difficulté. Il existe une discipline récente qui commence à donner d'extraordinaires résultats. Il s'agit de la zoothérapie, c'est-à-dire l'assistance et le support psychologique que les animaux peuvent donner aux personnes vivant une période difficile. Certains pays possèdent des écoles qui dressent les chiens dans ce but. Ensuite, les sujets jugés valables sont confiés à des familles. Celles-ci les gardent toujours à la disposition des centres qui décident lorsque leur emploi est nécessaire. Le Labrador s'est révélé comme l'un des chiens les plus adaptés à cette fonction et il est affecté entre autres à la tâche particulièrement délicate de soutien moral des malades en phase terminale quand la sensibilité, l'intelligence, la délicatesse et une attitude affectueuse prennent une importance fondamentale. C'est également l'une des races que l'on considère comme les plus aptes à faire le chien guide d'aveugle, grâce à son intelligence, sa sensibilité, sans oublier sa docilité qui facilite son dressage. Presque toutes les équipes de protection civile du monde emploient des labradors dans les opérations de secours et de recherche des survivants en cas de catastrophe. Pour cette tâche, outre leur intelligence et leur trempe remarquables, c'est le flair des labradors qui les rend vraiment irremplaçables.
La sélection qui a démarré il y a 2 siècles pour obtenir un chien doté d'un odorat exceptionnel à utiliser à la chasse a été opérée par les excellents éleveurs anglais, qui ont offert à la cynophilie un Labrador Retriever au flair imbattable, capable de suivre de longues pistes et de retrouver des traces très anciennes. C'est pourquoi il est employé dans certains pays pour la recherche de personnes disparues. Toujours grâce à ce flair prodigieux, tous les corps de police du monde utilisent cette race dans leurs services antidrogue, dans les aéroports et aux frontières en général. Les nouvelles menaces ont poussé à l'employer depuis quelques années pour déceler les explosifs cachés. Pour en revenir aux opérations de secours, ces dons de nageurs infatigables sont exploités par le secours maritime où, tout comme le Terre-Neuve, il a fait preuve d'une capacité de travail incroyable. Les exercices et les démonstrations de sauvetage en mer, effectués dans les occasions les plus variées, sont nombreux et spectaculaires. Mais le Labrador n'est pas uniquement un chien d'utilité, c'est aussi un compagnon idéal pour les sportifs. Nous l'avons déjà dit, sa docilité considérable permet de le dresser aux activités les plus diverses. Il donne d'excellents résultats lors des compétitions d'agility, où il faut comprendre et mémoriser différents exercices pour obtenir le plus grand nombre de points possible. C'est là une activité qui nécessite de l'intelligence, certes, mais aussi de la rapidité, de l'agilité, des réflexes rapides et une grande ténacité. Il est surprenant de voir certains exemplaires de Labrador, qui n'est pourtant pas un chien petit ni léger, arriver à triompher dans cette discipline. Une autre activité sportive où la race se distingue magnifiquement est l'obéissance, où son caractère et sa docilité font merveille. Heureusement, le Labrador est une race forte, solide, qui ne présente pas de problème particulier quant à sa santé physique. Faites attention de ne pas lui faire mener une vie sédentaire. Il a tendance à grossir s'il est trop nourri. Prenez donc garde au régime et à la ligne de votre ami parce que c'est un chien fait pour courir pendant des heures, pour plonger joyeusement dans l'eau gelée, pour travailler un jour entier sans s'épuiser. Le voir devenir gras, paresseux et apathique est un spectacle infiniment triste. En revanche, le pelage ne pose pas de problème. Un bon coup de brosse quotidien pour éliminer le poil mort et la poussière. Le bain avec des produits spécifiques ne devra être administré qu'en cas de nécessité. Naturellement, le Labrador peut plonger dans l'eau en toute saison et quel que soit le climat. La qualité de son poil est telle qu'il sèche très rapidement et reste pratiquement toujours propre. Un autre trait caractéristique de la race est d'être inodore, même quand il est mouillé. Ne l'achetez pas n'importe où. Comme pour toutes les races très populaires, on court le risque de se retrouver à la merci de commerçants de chiens sans scrupules. Il faut au contraire choisir un bon éleveur capable de bien sélectionner le caractère, la morphologie et la santé physique. Comme pour toutes les races de chiens, l'attention portée aux lignes de sang est très importante pour le futur de la sélection pure, et les divers clubs de race devront suivre et encourager la reproduction uniquement des sujets qui offrent des garanties certaines au niveau morphologique et caractériel. Ceci pour dire que l'on observe quelquefois de nos jours des problèmes de caractère concernant le Labrador, qui est parfois trop agressif, symptôme de peur profonde, ou bien peureux et anxieux dans différentes situations. Un Labrador provenant de lignées propres est toujours sûr et tranquille, jamais agressif ni peureux, possède un équilibre nerveux parfait et une forte trempe. Il affronte le monde qui l'entoure avec optimisme, entretient un rapport confiant avec l'homme et possède un degré de sociabilité élevé. En d'autres mots, c'est le grand chien que ses caractéristiques ont rendu célèbre dans le monde entier. Voilà, vous rentrez chez vous avec votre petit Labrador. C'est une merveille. Son aspect tendre et doux, son expression désarmée mais futée qui rappelle les héros de nombreux spots télévisés, la vivacité merveilleuse avec laquelle il essaie d'imposer sa personnalité ne peuvent que vous conquérir et vous émouvoir, vous rendre orgueilleux et heureux. Vous commencez ensemble une aventure extraordinaire qui, sauf accident inattendu, peu probable heureusement, se prolongera 11 ou 12 ans, voire plus. La première chose à faire est de laisser le chiot s'habituer à sa nouvelle demeure, que ce soit la maison ou le jardin.
Laissez-le libre donc de baguedonner là où c'est permis, sans le rappeler ou le déranger continuellement. C'est maintenant qu'il prend contact avec sa nouvelle réalité et son flair joue un rôle fondamental en lui transmettant des odeurs et des sensations qu'il n'oubliera plus jamais. Ne le dérangez pas, n'intervenez pas, sauf s'il va commettre une bêtise. N'essayez pas de rappeler constamment son attention. Les premiers moments devront absolument se dérouler dans une atmosphère tranquille et sereine. Si vous avez des enfants, empêchez-les de le déranger et de le manipuler sans raison valable. Il est bien naturel qu'un chiot aussi délicieux attire caresses et câlins, mais pendant les premiers instants, justement, il est important de lui permettre de s'acclimater calmement. Au fur et à mesure que le temps passera, votre chiot de labrador prendra davantage confiance en soi, jusqu'à devenir la petite peste qui vous accompagnera quelques mois, puis l'ami joyeux de nombreuses années ensemble. Laissez passer quelques jours, puis commencez à habituer le chiot à porter un collier dans la maison. Au départ, mettez-le quelques minutes, puis augmentez jusqu'à quelques heures. Le collier étrangleur est très dangereux. Ne le laissez jamais au chien. Encore quelques jours et c'est le moment de la première promenade. N'oubliez pas qu'un chiot ne devra jamais sortir de chez lui moins d'une semaine après la dernière vaccination. La première sortie risque d'être un peu traumatisante pour le chiot et ne devra donc pas se prolonger trop longtemps. Amenez-le dans un beau jardin ou à la campagne, en tout cas dans un endroit agréable où il pourra rencontrer d'autres chiens et faire connaissance avec ses congénères. Ceux-ci seront instinctivement tendres et bienveillants envers lui. Gardez toujours à l'esprit que les impressions qu'il recevra des choses, des événements, des animaux et des personnes pendant les premiers jours influenceront toute sa vie. Veillez donc à ce qu'il connaisse uniquement des expériences positives. Les promenades ne devront pas être exténuantes car les os des chiots sont cartilagineux et les muscles pas encore formés. La fatigue vient donc vite et de plus, il pourrait se former une dysplasie due à l'usure précoce de la tête du fémur ou de l'acétabule de la hanche pas encore calcifiée. Apprenez-lui doucement mais fermement à faire ses besoins là où il doit, à faire ce qu'il faut, à ne pas aller là où c'est interdit, et ainsi de suite. N'oubliez jamais, ce faisant, que le chiot essaiera toujours de satisfaire vos désirs pour vous faire plaisir. S'il ne comprend pas quelque chose, ce n'est jamais sa faute, mais la vôtre, qui n'avez pas su vous faire comprendre. La brutalité et les moyens violents n'obtiennent jamais de bons résultats. Avec aucune race, et encore moins avec les labradors qui possèdent une intelligence et une sensibilité poussée à l'extrême. Seule votre capacité de lui transmettre vos désirs avec le cœur obtiendra l'effet voulu. Après les premiers rudiments d'obéissance que vous lui aurez enseignés dès sa plus tendre enfance, sans toutefois exagérer, 2 ou 3 minutes par jour suffisent, quand il aura un peu grandi, vers 10 mois, il sera utile de lui fournir les premières bases pour une vie heureuse dans le monde de l'homme. Ces premières notions, ce sont la marche en laisse sans tirer, l'assis, le coucher, ne pas importuner les personnes à table, faire ses besoins au bon endroit. Pour ceux qui désireront ensuite se lancer dans une activité parmi celles que nous avons décrites plus haut et pour lesquelles le labrador est exceptionnellement doué, il sera préférable, à moins d'être déjà un expert, de s'adresser à des centres spécialisés que le club de race pourra vous indiquer. Une alimentation équilibrée est essentielle au développement complet de votre chien et pour pouvoir lui conserver forme et santé. Certains estiment que les chiens peuvent manger de tout et leur donnent donc toutes sortes d'aliments, souvent composés des restes de leur propre repas. Rien ne pourrait être plus mauvais, parce que ce qui est pour nous digestible et source de substances nutritives est souvent indigeste pour le chien qui ne peut le métaboliser. Une dernière recommandation. Il peut arriver qu'un chien n'ait pas faim et qu'il refuse la nourriture pendant 1 voire 2 jours. C'est tout à fait normal et dans ce cas, il ne faut pas lui laisser sa pâtée à disposition, mais l'enlever au bout d'un bref délai. Au repas suivant, changez les aliments. Si ce manque d'appétit dure plus de 2 jours sans autres symptômes,
ou si dès le départ il s'accompagne de symptômes révélant une souffrance générale ou un état de prostration, consultez immédiatement votre vétérinaire. Ce sera très probablement une simple indisposition, mais inutile de prendre des risques. Il vaut toujours mieux être rassuré par un expert. Commençons par une très brève description de l'appareil digestif des chiens. Comme chez tous les carnivores, l'estomac possède des dimensions importantes, alors que l'intestin est relativement court. La première digestion dans l'estomac demande de 3 à 8 heures, puis la nourriture passe dans l'intestin, où les substances nutritives sont assimilées pour être ensuite transmises à tous les organes à travers le sang. La grande capacité de l'estomac et la longueur du processus de digestion permettent de faire des repas abondants et assez éloignés l'un de l'autre. Bien entendu, pour conserver le chien en excellente santé, il faut lui fournir tous les éléments dont il a besoin, à savoir des protéines, des glucides, des lipides, des vitamines et des minéraux. Lorsque le chien était un prédateur carnivore, il assimilait ces éléments à travers les animaux qu'il chassait, en général des herbivores. Ensuite, la civilisation l'a amené à se nourrir différemment, mais il sera toujours nécessaire de lui fournir les substances adéquates. C'est à travers l'alimentation que le chien produit l'énergie qui lui sert à maintenir ses fonctions vitales et à bouger. Plus l'activité sera intense et plus l'apport en énergie devra être abondant. Sans vouloir rentrer dans une étude alimentaire qui demanderait un traité entier, nous pouvons simplement dire que le chien a surtout besoin de graisses ou lipides, d'origine animale ou végétale, et que ce sont elles qui fournissent l'énergie qui lui est nécessaire et s'accumulent dans l'organisme pour fournir l'énergie de réserve éventuelle. Les protéines qui forment la plus grande partie du corps animal sont tout aussi essentielles. Elles sont indispensables à la formation de tous les tissus, en particulier des muscles, et constituent également la base des hormones et du sang. C'est dire si elles sont un élément irremplaçable dans une alimentation correcte, tout spécialement chez les chiots qui doivent encore construire leur corps. Les protéines se trouvent dans la viande, le fromage, les œufs, le poisson, tous aliments qui sont bien digérés par le chien, ainsi que dans la farine de soja, les arachides, les légumes secs, que le chien a davantage de mal à digérer. Toutefois, un excès de protéines est nocif et peut entraîner des troubles de diverses natures. Les glucides ne sont pas indispensables dans l'alimentation du chien. Ils sont cependant très utiles à la fin de la gestation. L'amidon, le plus important des féculents, est mal digéré par le chien et doit subir des traitements préliminaires, comme la cuisson, la réduction en flocons, etc. C'est pourquoi, si vous donnez des pâtes ou du riz à votre ami, il faudra les faire bouillir très longuement afin d'éliminer une bonne partie de l'amidon qui s'y trouve. Les fibres qui accompagnent souvent les glucides sont surtout utiles dans l'alimentation des chiens sédentaires parce qu'elles aident à prévenir la constipation grâce à leur vitesse de transit dans l'appareil digestif. Les vitamines, elles aussi, sont nécessaires, même si une très petite quantité suffit. Elles sont présentes dans de nombreux végétaux et sont synthétisées par les herbivores. C'est pour cela que lorsqu'un carnivore dévore sa proie, en général herbivore, il commence par l'intestin qui contient des résidus de nourriture végétale pas encore digérés. C'est également la raison pour laquelle, malgré votre déception, votre chien se nourrit des excréments d'animaux herbivores dès qu'il en a l'occasion. Un excès de vitamines peut avoir des effets négatifs. Si vous utilisez de la nourriture toute prête, avant d'ajouter des intégrateurs, lisez bien quelles sont les substances contenues dans la pâtée. En cas de doute, consultez votre vétérinaire. Les minéraux sont un élément essentiel et ils sont également fournis par l'alimentation. La carence de certains minéraux comme le calcium, le fer, le potassium, le sodium, le cuivre et d'autres peut entraîner une croissance irrégulière du chiot, avec de graves conséquences, et chez l'adulte un état de faiblesse générale ou même divers problèmes à différents niveaux. On trouve dans le commerce d'excellents produits tout prêts, aussi bien humides que secs, qui fournissent tous les éléments nécessaires à la croissance d'abord et au maintien de la pleine forme de votre chien ensuite. Même si vous utilisez des boîtes ou croquettes, vous pourrez quand même donner à votre chien quelques fruits ou un autre aliment qu'il apprécie, tout en faisant attention à ne pas exagérer et surtout à ne pas lui donner des substances nocives comme les aliments sucrés, les fritures, les sauces, le pain frais et avec beaucoup de mie qui sont très mauvais et pourraient avoir des conséquences très sérieuses à long terme.
Si vous préférez préparer vous-même la pâtée, suivez les conseils de l'éleveur qui vous a vendu le chien ou ceux de votre vétérinaire habituel. En règle générale, sachez que la viande est l'élément essentiel, de préférence la viande bovine. Si vous lui donnez du cochon, il faut qu'il soit très bien cuit pour éviter les infections. La volaille et le lapin sont très bien également, mais absolument privés de leurs os. Les abats sont généralement appréciés, même s'ils sont moins riches en substances nutritives. Le poisson est un excellent aliment qu'il faut proposer cuit. Il est particulièrement approprié lors des régimes pauvres destinés aux sujets ayant des problèmes digestifs ou dermatologiques. C'est également une bonne idée pour varier un peu le menu de votre ami. Les œufs sont bien tolérés et apportent de nombreuses substances nutritives. Ils sont particulièrement indiqués pour les chiots et chez les femelles en cours d'allaitement. Le jaune peut être consommé cru, mais le blanc doit toujours être cuit. Les graisses, telles que l'huile et le lard, sont toujours bien acceptées par le chien et sont particulièrement utiles dans les périodes de travail ou d'effort. 1 ou 2 cuillerées à café d'huile dans la pâtée sont toujours souhaitables. Le pain sec est une bonne source d'énergie, mais il doit être très bien séché. Il sert aussi à nettoyer les dents et à les garder en bonne santé. Les pâtes et le riz sont très semblables, mais ainsi que nous l'avons dit tout à l'heure, ils doivent être cuits longuement pour éliminer l'amidon difficile à digérer. Même s'ils ne sont pas indispensables, les fruits et légumes peuvent être donnés aux chiens qui les aiment. Leur apport nutritif est très limité et le seul intérêt réside dans l'apport de fibres brutes. Le dernier élément indispensable à la nutrition, même s'il semble inutile de le rappeler, c'est l'eau, qui doit toujours être à la disposition du chien, fraîche et abondante. Si on la met dans un bol, il faut la changer le plus souvent possible, surtout quand il fait chaud. Elle est encore plus indispensable si le chien consomme des aliments secs, non humidifiés. Le dernier aspect de l'alimentation à voir ici, c'est la fréquence des repas. À partir de la naissance, les chiots prennent leur repas en suivant des délais dictés par l'instinct de la mère et des autres chiots. Pendant le sevrage, on réduit progressivement le nombre de tétées et on les intègre avec des aliments appropriés, indiqués par un éleveur expert ou par le vétérinaire. Entre 1 et 3 mois, les chiots sevrés devraient faire 4 repas à des intervalles réguliers. De 4 à 7 ou 8 mois, on peut passer à 3 repas. De 8 à 18 mois à 2 et ensuite, si l'on veut, on pourra réduire la fréquence à un seul repas, même s'il n'est pas contre-indiqué d'en conserver 2. D'ailleurs, certains conseillent plutôt cette solution. Adopter un chien est une décision importante qu'il faut pondérer soigneusement et prendre en toute connaissance de cause. La vaccination doit toujours être effectuée le plus scrupuleusement possible afin de protéger non seulement le chiot, mais aussi le sujet adulte contre les maladies les plus communes. En règle générale, lorsque le chiot quitte son élevage, il a été vacciné entre 40 et 45 jours avec une primo-vaccination contre la maladie de Carré, l'hépatite contagieuse et la parvovirose. La deuxième vaccination polyvalente est légèrement effectuée 3 semaines plus tard. Elle couvre les 3 maladies précédentes, mais aussi la leptospirose. 1 mois plus tard, on pourra effectuer encore une vaccination quadrivalente également, puis les rappels seront indispensables tous les ans. Pour être vacciné, le chien doit être en parfaite santé et en particulier vermifugé. En règle générale, il faut exécuter un traitement vermifuge 2 fois par an. Il existe plusieurs types d'ascarides dont chacun infecte spécifiquement une espèce animale, homme compris. Il n'existe pratiquement aucun risque zoonose, c'est-à-dire de transmission de l'infestation du chien à l'homme. Il est tout aussi important de protéger le chien contre les ectoparasites, à savoir ceux qui s'installent dans le pelage du chien, comme les puces ou les tiques, tous deux hématophages. De plus, les puces sont un hôte intermédiaire pour un type de ténia. Pour libérer le chien de ses fastidieux locataires, il existe de nombreux produits spécifiques, mais il ne faudra pas oublier d'intervenir également au niveau de l'environnement du chien. L'été accentue les problèmes provoqués par les hôtes désagréables, en particulier les tiques qui arrivent justement dans les premières chaleurs. Une course dans les prés, dans les bois, à proximité par exemple de fermes et d'élevages, peut comporter un retour avec des tiques.
Ce n'est tout de même pas inévitable dans la mesure où certains facteurs prédisposent plus ou moins les chiens aux attaques de ces acariens, en particulier leur état général de santé. C'est là un danger sérieux pour le chien parce que la tique transmet la pyroplasmose, une infection grave soutenue par des protozoaires du type pyroplasma, qui frappe les animaux domestiques et peut conduire à la mort si elle n'est pas soignée à temps. Les symptômes de la forme aiguë de la maladie sont une fièvre souvent élevée, l'asthénie, la pâleur des muqueuses apparentes, l'hyperchromie des urines dont la couleur peut devenir marron-noir. Dans les cas avancés, ictère, état comateux jusqu'à arriver à l'issue fatale. Les tiques sucent le sang de leur hôte pendant 2 ou 3 semaines, puis une fois que la femelle s'est accouplée, elle se détache de l'animal et dépose ses œufs une semaine après. Les larves sont reconnaissables à leur couleur rougeâtre. Elles sont minuscules, on dirait de petites perles. Elles cherchent à leur tour un hôte sur lequel grimper, sucent le sang quelques jours, se détachent et se transforment quelques jours plus tard en une nymphe octopode de couleur bleuâtre. Vers août-septembre, elles sont devenues adultes et avec l'arrivée de l'automne, elles s'endorment au sol dans de petites cavités jusqu'au printemps suivant. En général, les tiques s'accrochent là où la peau est la moins épaisse, comme les oreilles, les aisselles, l'aine ou entre les doigts des pattes. Après une promenade dans la nature, vérifions toujours si nos amis ont recueilli des passagers clandestins. Une bonne hygiène commence par les soins du pelage. Pour la plupart des races, mais pas pour toutes, il est conseillé de brosser le chien presque quotidiennement afin de le débarrasser de ses poils morts. De nombreuses races ont besoin d'un toilettage particulier, à exécuter plusieurs fois par an. Il ne faut pas généraliser la notion qu'un pelage brillant est un signe de bonne santé, parce que pour certaines races, au contraire, il doit être plutôt opaque. Il ne faut pas laver le chien trop souvent car ses glandes sébacées produisent un suin qui exerce une fonction protectrice que les lavages menacent. Dans des conditions normales, la peau doit être toujours propre, sans pellicule ni desquamation d'aucune sorte. Si des altérations cutanées apparaissent, comme des eczémas, des zones d'alopécie, c'est-à-dire la chute du poil sans repousse, des épaisseurs ou une pigmentation anormale, il faudra consulter le vétérinaire sans tarder. En effet, de nombreuses maladies peuvent être légères et guérir sans difficulté, mais cela dépend toujours d'une intervention dans les délais les plus brefs possibles. Contrôlez régulièrement l'état des ongles. Les ongles s'usent d'eux-mêmes lorsque le chien exerce une activité physique normale, mais il est parfois nécessaire de les couper avec une pince appropriée. L'hygiène orale ne doit jamais être négligée et il faudra régulièrement faire un détartrage, surtout chez les races naines, parce que le tartre peut être à l'origine de piorés et de mauvaise haleine. Il existe dans le commerce des os qui constituent une récompense pour notre ami à 4 pattes, mais qui servent également de brosse à dents naturelles. Les dents de lait des chiots laissent progressivement leur place à la dentition définitive entre 4 et 6 mois. Pendant cette période, il convient d'inspecter régulièrement la bouche pour vérifier que tout se passe comme il faut. La filariose cardiopulmonaire est une grave maladie qui frappe le sang et le cœur provoquée par une nématode parasite, la Dirofilaria immitis. On la connaît depuis plusieurs siècles et depuis un siècle environ, on a compris l'important mécanisme de transmission de la maladie par les moustiques. Mais c'est au cours des 20 dernières années seulement, à cause de la diffusion rapide de la filariose chez les chiens de compagnie et de travail, que les instituts de recherche, sociétés pharmaceutiques et vétérinaires ont réellement consacré une attention croissante à ce problème. Il est donc important que les propriétaires de chiens connaissent dans les grandes lignes l'existence et les manifestations de cette parasitose. La maladie se transmet à travers une piqûre de moustique, lequel a pris les larves de filaire en suçant le sang d'un sujet infecté et les inocule ensuite à un chien encore sain. On comprend donc facilement pourquoi la maladie est très contagieuse et pourquoi elle est liée aux saisons printemps-été. Pendant 6 mois environ, les larves inoculées dans le sang du chien y mûrissent jusqu'à devenir des vers adultes, qui se localisent dans le cœur et dans les artères pulmonaires. Les filaires adultes produiront à leur tour de petites larves dites microfilaires qui vivront dans le sang.
Les chiens les plus frappés sont bien entendu ceux qui passent le plus de temps à l'extérieur, et donc les chiens de chasse, de travail et ceux qui dorment dehors. Les dommages infligés par la présence des filaires sont graves et concernent la fonction cardio-circulatoire. Au début, les symptômes peuvent être un chien qui se fatigue facilement et la présence de toux ou de problèmes respiratoires. Le vétérinaire procédera alors à divers examens cliniques et de laboratoire afin de confirmer la présence des parasites. Au contraire, les dommages dus à une filariose cardio-pulmonaire chronique sont extrêmement graves. Outre l'altération de la fonction cardio-circulatoire, il y a souvent des lésions du foie et des reins et un état d'hypersensibilité généralisé à tout l'organisme. Les programmes de prévention, en revanche, qui sont disponibles depuis peu d'années grâce à de nouveaux médicaments spécifiques, sont simples à réaliser et ne présentent aucun risque de toxicité pour le chien. Après un examen pour vérifier l'absence d'une infestation précédente, un médicament est administré par voie orale une fois par mois, pendant toute la saison chaude. Cela suffit à fournir une protection au chien, même s'il est piqué par un moustique infecté.